Euh, c'est fascinant quand on prend un peu de recul et qu'on observe un organisme vivant, comme le corps humain par exemple. Imaginez qu'il se retrouve soudainement soumis à un stress extrême. Ouais, le fameux mode survie, quoi. Exactement. La tension monte, la pression artérielle grimpe en flèche, et les vieux systèmes de défense commencent à lâcher de toutes parts. Et pourtant, au lieu de simplement s'effondrer d'un seul coup, la biologie prend le relais. Ah, c'est clair. Le corps a des ressources insoupçonnées. C'est ça. Le corps est littéralement obligé de forcer la création de nouvelles voies sanguines, de nouvelles connexions neuronales, juste pour survivre. Il force une mutation en temps réel. Et ce processus de mutation par la contrainte, c'est le mécanisme même de l'évolution. C'est jamais un choix de confort. La crise, l'urgence vitale, ça agit toujours comme l'accélérateur ultime de l'adaptation. Et ce principe biologique, je suis convaincue qu'il s'applique de manière frappante à notre architecture géopolitique actuelle. C'est exactement l'image qui s'impose quand on scrute la cartographie mondiale aujourd'hui, en ce 4 mai 2026. On se base aujourd'hui sur les données du bulletin d'information mondiale, le Global News Florida Roundup, et on n'observe pas simplement une série d'événements aléatoires. Non, c'est pas juste un cycle de mauvaises nouvelles, c'est bien plus profond. Pour notre auditoire, le but de cette exploration aujourd'hui, c'est de comprendre qu'on observe un système planétaire sous très haute tension. Un système qui est en train de muter radicalement par pure nécessité. Bon, décortiquons tout ça et commençons par ce qui ressemble le plus à une rupture imminente de notre système vasculaire économique mondial, le Moyen-Orient. Ouais, là on est vraiment sur le point critique. Totalement. La situation actuelle cumule des zones de friction extrêmes. D'une part, on rapporte une escalade vraiment fulgurante du conflit entre Israël et le Liban. On parle de frappes aériennes répétées, de salves de roquettes et de lourdes pertes civiles. Et les analystes craignent un embrasement régional incontrôlable, ce qui est terrifiant évidemment. Précisons d'ailleurs que, comme toujours dans notre analyse, on s'en tient strictement au rapport factuel sans prendre parti. Mais la volatilité est indéniable. Absolument, on reste neutre, mais les faits sont là. Et d'autre part, en parallèle de ça, on a une tension qui atteint littéralement son point d'ébullition dans le détroit d'Ormuz. Ah, le détroit d'Ormuz, oui. Et ces deux théâtres ne sont pas isolés en fait. Ils s'alimentent mutuellement. L'escalade entre Israël et le Liban, ça détruit le peu de capital diplomatique qui restait dans la région. Ça crée un vide. Exactement, un vide sécuritaire, une volatilité ambiante. Et c'est précisément dans cette atmosphère hautement inflammable que la situation dans le détroit d'Ormuz prend une dimension vraiment systémique. Ce détroit, c'est pas juste un passage maritime, c'est le point de convergence de toutes les anxiétés géopolitiques mondiales en ce moment. C'est ça. On entend souvent parler d'Ormuz aux infos, mais faut vraiment visualiser la géographie pour comprendre. C'est minuscule à l'échelle mondiale. On parle d'à peine 33 km de large. Et les couloirs de navigation eux-mêmes ne font que quelques kilomètres. C'est véritablement la veine jugulaire, la valve d'étranglement de la planète. Oui, un pourcentage massif du pétrole mondial transite par ce goulot. Et si on serre cette valve, ne serait-ce qu'un tout petit peu, c'est l'inflation qui explose instantanément, que ce soit à Paris, à Tokyo ou à New York. Et là, qu'est-ce qu'on apprend dans les sources-ci ? Les États-Unis annoncent formellement leur intention d'escorter militairement les navires commerciaux à travers ce passage. Ce qui a immédiatement provoqué une réaction. L'Iran prévient qu'il y aura une réponse militaire si ses eaux territoriales sont menacées. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie tout ça ? Est-ce qu'on est sur le point de basculer vers une paralysie globale ? On touche ici à la mécanique redoutable de ce que les stratèges appellent le dilemme de sécurité. C'est un concept clé. C'est l'exemple parfait d'une action dont les conséquences s'opposent directement à l'intention de départ. Donc ça empire les choses au lieu de les régler. En quelque sorte. La logique américaine, à la base, c'est de sécuriser le flux énergétique mondial, de rassurer les marchés en déployant une puissance de feu dissuasive. On protège le commerce. Ouais, sauf qu'en théorie, la dissuasion, c'est censé geler un conflit, on montre ses muscles pour pas avoir à s'en servir, on est d'accord ? C'est la théorie classique, oui. Mais dans un espace aussi confiné qu'Ormuz, j'imagine que la physique même de la dissuasion change de nature. C'est plus pareil. Totalement. Déployer des destroyers et des porte-avions dans un canal d'à peine quelques kilomètres de large, ça fiche pas du tout la situation. Ça la surcomprime. La marge d'erreur devient, elle devient inexistante. C'est comme craquer une allumette dans une poudrière. Voilà. Imaginez la complexité opérationnelle sur place. Vous avez des navires de guerre super sophistiqués qui naviguent au beau milieu de pétroliers lents et très massifs. Vous avez des radars complètement saturés de signaux, des drones d'observation qui frôlent les limites territoriales à chaque instant. Et j'imagine le stress des équipages. Un stress extrême.
Dans un tel environnement, l'interprétation des intentions de l'autre camp, ça se fait en quelques secondes. Un simple petit problème de communication radio ou un navire qui dévie juste légèrement de sa trajectoire pour éviter un obstacle flottant. Et c'est la catastrophe. Ouais, la mission de protection est instantanément lue par l'autre camp comme une manœuvre d'attaque. Ah ouais. Ce qui veut dire que la présence même de l'escorte militaire devient le déclencheur potentiel du conflit qu'elle était à l'origine censée empêcher. Exactement. Surtout que l'Iran perçoit naturellement ce détroit comme son arrière-cour stratégique. Une armada étrangère à sa porte, c'est pas perçu comme une force de police internationale par Téhéran. C'est vu comme une force d'encerclement. Et j'imagine que si on ajoute à cette équation la contagion émotionnelle du conflit israélo-libanais juste à côté. C'est le pire scénario. Chaque étincelle dans le détroit risque d'être interprétée comme la première étape d'une guerre régionale généralisée. Le système entier est pris au piège. La vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement force cette intervention militaire qui, paradoxalement, menace de faire exploser ces mêmes chaînes. C'est un engrenage vraiment redoutable. Et c'est précisément cette réalisation, la conscience aiguë que notre stabilité quotidienne, que le prix du pain ou de l'essence, ne tient qu'à la trajectoire d'un navire dans un détroit à l'autre bout du monde, c'est ça qui provoque une réaction en chaîne, ailleurs. Absolument, tout est lié. Ce qui nous amène à la Colombie, selon les sources d'aujourd'hui. Un sommet international majeur vient de s'y tenir, réunissant près de 60 pays. Et l'ordre du jour, c'est de préparer activement et surtout d'accélérer la transition vers un avenir sans énergie fossile. Et c'est là que le lien avec le Moyen-Orient est fascinant. Oui, parce que l'impulsion de ce sommet, elle n'est pas présentée comme un énième vœu pieux climatique. C'est vraiment souligné comme une conséquence directe des tensions sur le pétrole et des conflits en cours. C'est une bascule idéologique monumentale. Ce que nous observons, c'est ni plus ni moins la militarisation de la politique environnementale. J'aime beaucoup ce terme, parce que c'est là que l'analyse des motivations devient cruciale. Quand 60 pays décident d'un coup d'unifier leurs efforts pour sortir du pétrole à une vitesse complètement inédite, on pourrait tenter de célébrer une soudaine prise de conscience écologique de nos dirigeants. Ce serait rafraîchissant, mais on en est loin. Bah oui, soyons pragmatiques. C'est un peu comme si... Attendez, j'ai une analogie. C'est comme si un propriétaire décidait soudainement de blinder l'isolation de sa maison et de poser des panneaux solaires sur tout son toit. D'accord. Il ne le fait pas pour recevoir un diplôme du meilleur citoyen vert. Il le fait parce que son voisin, qui contrôle la vanne de gaz de tout le quartier, menace quotidiennement de couper le chauffage en plein mois de janvier. J'adore cette image, c'est exactement ça. Le moteur de ce sommet en Colombie pour ces 60 nations, c'est l'angoisse viscérale de la dépendance. C'est pas la sauvegarde des petits oiseaux ou de la biodiversité. Donc c'est vraiment une panique de survie géopolitique au final. Les données économiques et stratégiques qu'on a valident pleinement cette lecture. Faut voir que pendant les 30 dernières années, la transition vers les énergies renouvelables, elle a été systématiquement freinée par une équation financière très simple. L'argent, toujours l'argent. Toujours. Le coût de déploiement des infrastructures vertes, je parle de l'éolien offshore, des fermes solaires géantes, de l'adaptation complète des réseaux électriques, ce coût était perçu comme largement supérieur au coût de l'extraction et de l'importation du pétrole. C'était un simple calcul de rentabilité à court terme en fait. C'est ça. Mais les événements actuels au Moyen-Orient viennent d'atomiser cette équation. Le calcul du risque a complètement changé de camp. C'est-à-dire ? Eh bien, le coût d'un blocus dans le détroit d'Ormuz, ne serait-ce que pour 2 ou 3 semaines, ça se chiffre en milliers de milliards de dollars de destruction de valeur à l'échelle mondiale. Ça paralyse l'industrie, ça stoppe le transport routier, ça provoque une hyperinflation quasi immédiate. Ouais, on retourne à l'âge de pierre économique très vite. Exactement. Donc, face à l'imminence de ce risque systémique, soudainement, le coût pour construire des centrales solaires, des éoliennes ou des parcs nucléaires, ça devient non seulement acceptable, mais c'est presque dérisoire. C'est une assurance vie, quoi. C'est une prime d'assurance vitale. L'indépendance énergétique est devenue, de fait, le pilier central de la souveraineté. Pour un État en 2026, produire sa propre énergie, c'est plus du tout une question de responsabilité morale envers les générations futures. C'est l'unique moyen de ne plus être l'otage des frictions géopolitiques étrangères. Donc, si je résume, la transition énergétique a enfin trouvé son véritable accélérateur. Et cet accélérateur, c'est la peur. La peur et l'instinct de conservation, oui. On coupe les ponts avec l'ancien système pour pas sombrer avec lui. C'est fou. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette logique de l'indépendance forcée, le fait de couper des liens de dépendance toxiques, ça s'étend bien au-delà des kilowattheures des barils de brut. Ah oui, la contagion de l'autonomie touche tous les secteurs régaliens. Ça s'invite brutalement dans la doctrine de défense, notamment chez nous en Europe. Les sources nous informent de l'annonce de la réduction des troupes américaines en Allemagne.
Et ça marque le début d'un changement stratégique qu'on pourrait qualifier de tectonique. Le mot n'est pas trop fort. Du jour au lendemain, l'Europe se retrouve devant l'obligation de repenser totalement sa propre sécurité et de bâtir une véritable indépendance militaire. C'est un peu comme un jeune adulte qui a toujours vécu chez ses parents, et là les parents, en l'occurrence les États-Unis, annoncent qu'ils vendent la grande maison familiale. Terminer l'argent de poche et le gîte gratuit. Voilà, exactement. Le jeune adulte est forcé de grandir, de trouver son propre appart et de se défendre seul. Pour bien saisir l'onde de choc de ce retrait américain, même partiel, faut replonger dans l'architecture de la guerre froide. La défense européenne, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle s'est structurée aussi bien intellectuellement que matériellement sous la garantie absolue du parapluie américain via l'OTAN. On s'est reposé sur eux. Complètement. Les bases américaines en Allemagne, c'était pas seulement des gros hubs logistiques, c'était l'incarnation physique de l'article 5 de l'OTAN. Elle garantissait que toute attaque sur le sol européen impliquerait automatiquement la première puissance militaire mondiale. C'est vrai que l'Europe s'est comportée pendant des décennies comme une entreprise très prospère qui a pu investir massivement dans sa recherche civile, son modèle social, sa santé, tout simplement parce que les frais colossaux de son service de sécurité privé étaient payés par quelqu'un d'autre. Et soudainement, ce partenaire de sécurité annonce qu'il divise les effectifs par 2 et qu'il va falloir assumer soi-même la surveillance des frontières. La facture de la vraie souveraineté tombe sur le bureau et elle donne le vertige. Surtout que cette facture n'est pas que financière, si. Oh non, elle est surtout profondément structurelle. Le retrait progressif des États-Unis force les nations européennes à regarder en face la fragmentation dramatique de leurs propres forces. Ouais, on a tous nos petites armées dans notre coin. C'est exactement ça. Jusqu'à présent, les armées européennes ont fonctionné en silos nationaux. Des chaînes de commandement distinctes, des équipements totalement incompatibles. On a des chars d'assaut différents, des systèmes de communication qui n'arrivent même pas à s'interfacer sur le terrain. Donc, créer une indépendance militaire européenne, c'est pas juste voter un budget pour recruter plus de soldats ou acheter plus de munitions. Non, ça exige l'unification d'une doctrine de défense à l'échelle d'un continent entier. Ce qui est un défi d'intégration juste faramineux. Faut réussir à accorder des pays qui ont des géographies différentes, des histoires compliquées et des cultures de la menace fondamentalement opposées. Mettre d'accord la Pologne, la France et l'Allemagne sur qui est l'ennemi et comment on gère le renseignement critique, waouh! C'est un peu l'équivalent de la construction de la monnaie unique de l'euro, mais appliquée au domaine le plus régalien, le plus sensible qui soit, la force armée et le sang. C'est un énorme saut dans l'inconnu et il est forcé par la réalité. Absolument. Tant que le parapluie américain restait grand ouvert, nos divergences européennes en matière de défense, c'était un luxe que le continent pouvait s'offrir. On pouvait débattre sans fin. Mais là, la réduction des troupes en Allemagne agit comme un électrochoc pragmatique. Fini de jouer. C'est ça. Ça détruit l'illusion d'une sécurité éternellement sous-traitée. Et ça oblige l'Europe à devenir un véritable bloc géopolitique capable de projeter de la force dure et non plus seulement d'imposer des normes juridiques. Donc, le tableau de bord mondial qu'on dessine depuis tout à l'heure, il est, pour le moins, d'une intensité brutale. On a des flottes de guerre prêtes à en découdre autour de navires pétroliers, on a une course effrénée pour réinventer l'infrastructure énergétique de la planète entière, un continent européen qui doit fondre ses armées en une seule force, ça fait beaucoup. C'est un chaos macroscopique permanent. Et ça génère un bruit de fond anxiogène. Quand on lit le Global News Florida Roundup, on voit une myriade d'incidents. Il y a des poussées de criminalité globale, des accidents de la route. Et même, j'ai noté ça, l'imprévisibilité de crashs assez spectaculaires sur les circuits de Formule 1. Oui, la fébrilité semble omniprésente dans tous les domaines. Mais ce qui m'interpelle, c'est qu'à côté de cette anxiété systémique, il y a des microcosmes d'ordre, de persévérance humaine, qui continuent d'exister et qui captivent toujours autant l'attention du public. C'est la magnifique dualité de la résilience humaine, ça. Les grands récits de crise n'effaceront jamais notre besoin viscéral de normalité ou de voir de l'accomplissement humain. J'ai un exemple précis tiré des sources CEOP. Le cas des militants de la flottille d'aide à Gaza. Les rapports de ce 4 mai soulignent leur libération et leur retour en Europe. Et là, indépendamment de toute posture géopolitique, on ne juge pas le fond du conflit ici, l'acte lui-même est fascinant à observer. C'est-à-dire ?
Au moment même où les superpuissances militaires peinent à maîtriser la désintégration totale de l'ordre au Moyen-Orient, on observe des individus de simples civils qui décident de s'insérer physiquement dans cette ligne de fracture géopolitique complexe. C'est une manifestation dingue de l'agentivité individuelle face à la paralysie diplomatique. L'action civile refuse d'être écrasée par le poids des dynamiques d'État. C'est une excellente observation. Cette quête d'action et de sens au niveau purement humain, elle prend différentes formes pour contrebalancer l'incertitude globale. Face au désordre imprévisible du monde qu'on vient de décrire, l'esprit humain cherche désespérément des cadres de référence stables. Et c'est là que l'attention massive qu'on porte aux événements sportifs, par exemple, prend toute sa dimension psychologique. Justement, j'allais y venir, le contraste dans l'actualité est saisissant. Pendant que les analystes s'arrachent les cheveux sur les risques d'hyperinflation liés au détroit d'Ormuz, une part immense de la population mondiale se passionne pour des exploits sportifs. Et à juste titre. On a la finale très attendue de la Ligue des champions féminines, entre le FC Barcelone et l'Olympique lyonnais. Ou encore, on suit avec une tension extrême le championnat du monde de snooker, où le jeune prodige Wu Yais mène face au vétéran Shaun Murphy. Et puis on a vibré devant l'exploit de l'équipe féminine de relais irlandaise, qui vient de s'arracher de manière incroyable pour se qualifier pour les championnats du monde d'athlétisme de 2027. Des moments de grâce. Mais je vous pose la question. Est-ce que cet engouement, ce n'est qu'une simple distraction, une manière de détourner le regard du gouffre qui s'ouvre sous nos pieds? Penser que c'est juste de la distraction, c'est une lecture vraiment trop superficielle à mon sens. Le sport de haut niveau, surtout dans des périodes de grande instabilité historique, il remplit une fonction structurelle bien plus profonde pour notre psyché collective. Ah bon? Comment ça? Prenez le snooker, avec cet affrontement fascinant entre Wu Yais et Shaun Murphy. Sur une table de snooker, il n'y a pas d'ambiguïté diplomatique, il n'y a pas de traité secret ou d'interprétation biaisée d'un radar militaire. C'est le triomphe de la physique pure, de la géométrie et d'une maîtrise nerveuse absolue. C'est un système clos et parfait. Exactement. L'angle d'impact de la bille répond à des lois immuables que seul le talent permet de dompter. Dans un monde où les règles internationales se délitent sous nos yeux, le cadre strict du sport offre un sanctuaire de prévisibilité. Une justice immédiate. Ouais, le mérite y est instantanément récompensé ou sanctionné, contrairement au conflit hybride où l'on ne sait jamais vraiment qui gagne ou qui perd ou qui a commencé. Voilà, un match entre le Barça et Lyon, ça offre un début, une fin, des règles acceptées par tous dès la première seconde et un résultat clair. Le chaos est contenu dans les limites très strictes du terrain vert. Et au-delà de l'ordre imposé par les règles de jeu, il y a aussi la mécanique du récit humain, non? Oui, et l'équipe féminine de relais irlandaise illustre parfaitement ce besoin narratif. L'exercice ultime de la confiance mutuelle. C'est ça. La passation du témoin à pleine vitesse, ça tolère aucune faille dans la synchronisation du groupe. Leur qualification, qu'elles ont obtenue grâce à un comeback spectaculaire, ça devient la preuve tangible pour le public que, même face à un déficit qui semble mathématiquement insurmontable, la détermination permet de renverser la situation. C'est pas juste du sport en fait, c'est la démonstration vivante que la résilience produit des résultats concrets. C'est l'antidote narratif parfait au sentiment d'impuissance généré par les crises mondiales. Quand les journaux nous bombardent de dilemmes de sécurité insolubles au Moyen-Orient, voir une équipe s'unir pour arracher une victoire contre toute attente, ça nous rappelle que l'effort humain garde une vraie prise sur la réalité, que l'excellence perdure, même quand l'environnement semble s'effondrer. Le sport prouve que l'humanité ne se résume pas à ses conflits armés ou à ses pénuries de pétrole. Il maintient vivante l'idée d'un progrès mesurable et surtout d'une saine confrontation, qui est l'exact opposé de la confrontation destructive qu'on craint dans les détroits stratégiques. Absolument. C'est structurant pour l'espoir collectif. Bon, si on rassemble maintenant toutes les pièces de ce puzzle complexe qu'on a exploré aujourd'hui, le fil conducteur de cette année 2026 apparaît de manière, je trouve, assez saisissante pour ceux qui nous écoutent. Tout converge, en effet. Qu'il s'agisse de la pression extrême et du risque de guerre dans le détroit d'Ormuz, de la volonté soudaine de ces 60 nations de s'affranchir du pétrole lors du sommet en Colombie, ou de l'Europe qui est littéralement poussée à concevoir sa propre puissance militaire après le recul américain en Allemagne, on assiste à un mouvement unique. Le découpage violent des anciens liens de dépendance du XXe siècle. C'est ça. Ce n'est pas un effondrement terminal, c'est le remodelage forcé du monde.
Les nations réalisent enfin qu'elles ne peuvent plus déléguer leur énergie, leur sécurité ou leur économie à un système global qui est devenu beaucoup trop fragile. Et comprendre la dynamique de ce processus, ça change radicalement notre perception des crises qu'on traverse. Si l'on s'arrête uniquement sur la surface des événements qu'on lit dans les news, l'accumulation des tensions militaires, les chocs économiques, on ne peut y voir qu'une longue glissade vers le chaos. Ça file le vertige. On déprime vite, oui. Mais si l'on regarde la mécanique sous-jacente qu'on vient de décortiquer, on observe un monde qui tente frénétiquement de rééquilibrer ses fondations. L'accélération brutale vers les énergies renouvelables et l'émergence d'une défense européenne unifiée, ce sont des avancées structurelles historiques. Et qui n'aurait sans doute jamais eu lieu sans la crise. Paradoxalement, non. Elle n'aurait probablement jamais franchi le stade des discours politiques creux sans le choc exogène de la menace géopolitique immédiate. Les crises actuelles agissent vraiment comme les douleurs nécessaires de l'accouchement d'un monde plus souverain, plus décentralisé et, on l'espère, plus résilient. Ce qui amène, je trouve, une réflexion assez vertigineuse pour clore notre analyse du jour. Si l'on admet que les inerties politiques et économiques de nos sociétés sont naturellement immenses, et que l'humanité a toujours tendance à préserver le confort du statu quo jusqu'à ce qu'il devienne intenable. Ce qui est notre défaut principal en tant qu'espèce, on va pas se mentir. Devons-nous alors reconsidérer la fonction même du danger à l'échelle de la civilisation? Puisque la menace mortelle de rupture énergétique et la perspective terrifiante d'un abandon militaire semblent être les seuls véritables leviers capables de nous forcer à accomplir enfin la transition écologique et à unifier des continents entiers. Vous touchez un point philosophique majeur, là. Mais oui, devons-nous accepter que l'instabilité extrême qu'on vit, ce n'est pas qu'une anomalie malheureuse du système, que c'est en réalité le moteur évolutif indispensable pour nous empêcher de stagner et au final de périr de nos propres contradictions? C'est brut. Mais si le confort produit l'immobilité, alors la crise est la condition sine qua non de la métamorphose. C'est l'essence même de la survie qui reprend ses droits sur l'inertie du système. Une mécanique implacable, qui redonne tout son sens à l'image de l'organisme vivant du début, contraint de muter sous la pression pour ne pas mourir. Merci beaucoup pour la précision de cette lecture systémique. Décoder ces liens invisibles entre un détroit sous tension, des sommets climatiques et des exploits sportifs, ça permet de retrouver une forme de clarté vraiment bienvenue dans la complexité ambiante. C'était un vrai plaisir de faire ce travail de décryptage avec vous. C'est toujours stimulant d'assembler ces pièces avec autant de profondeur. On va devoir garder notre regard analytique bien affûté pour la suite. On n'a pas fini d'analyser les secousses de cette décennie, c'est sûr. On va continuer de creuser sous la surface de l'actualité mondiale. Merci à notre auditoire de nous avoir suivis dans cette exploration. Gardez toujours l'esprit critique. Et on se retrouve très bientôt pour poursuivre l'analyse des forces incroyables qui transforment notre monde.